Bonsoir et très heureux de vous retrouver sur Célébrité, l'émission qui vous informe sur l'actualité de vos stars préférées. Aujourd'hui, ça sera une émission spéciale puisqu'on va recevoir un grand artiste, un grand nom de la musique africaine, pourquoi pas congolaise en particulier, Théo Blaise Nkunku, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Bonsoir monsieur Théo Blaise Nkunku. Bonsoir. Voilà, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans Célébrité. Alors comment vous vous sentez ? Tout le plaisir est pour moi et merci de m'avoir invité à votre émission et ça va. Voilà, c'est sûr que les gens se demandent, d'autres se sont étonnés à la maison de voir, mais attends, il existe toujours ce monsieur? Où est passé Théo Blaise Nkunku? Et pour peut-être ceux qui regardent Théo Blaise pour la première fois, on viendra, il va bien se découvrir à vous. Alors, où est passé Théo Blaise Nkunku? Je suis toujours là, je suis toujours dans le domaine de la musique, je suis là en chair et en os. Et je continue à faire de la musique, parfois différemment, parce que je fais beaucoup d'autres choses, comme la réalisation, la direction artistique, ce qui ne m'empêche pas de continuer à chanter, comme je l'ai toujours fait. Voilà, pour ceux qui vous regardent pour la première fois, ils se demandent, mais qui est ce monsieur? Mais qui est ce monsieur que Manon a invité? Alors, un petit a cappella pour rafraîchir peut-être la mémoire de certains. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Voilà Eden, j'espère que la mémoire est revenue pour certains. Alors Théo Blaise Nkunku, c'est vrai que vous avez disparu une vingtaine d'années, je crois. Mais oui, disparu peut-être pour les Congolais, les Brazzavillois, mais moi je vis en Europe, enfin depuis longtemps. Quand je suis parti du Congo, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest, où j'ai travaillé pendant longtemps avant de m'installer en France. Donc ce qui fait que c'est du fait que je vive à l'étranger qu'on ne me voyait pas souvent au Congo, c'est tout simplement ça. Voilà, après avoir chanté, disons fait des belles œuvres, et Théo Blaise Nkunku disparaît comme ça, c'est trop facile ça. Non, disparaître non, c'est que j'ai dû faire un break pour suivre un petit cursus, en fait c'était une formation professionnelle. Mon pays, le Congo, m'avait permis, a eu cette gentillesse de m'accorder une bourse qui m'a permis d'étudier des petites choses dont j'avais besoin dans le cadre de mon métier. Donc ce qui a fait que pendant ce temps, effectivement, je ne pouvais pas lier la musique et ce que j'apprenais. Donc quand je suis revenu, j'ai beaucoup travaillé dans 2 studios à Paris et un peu partout en Afrique. Et voilà quoi, c'est ce qui fait que... Voilà, on va y revenir. Alors Théo Blaise Nkunku, certains des Congolais disent que vous étiez mort. D'autres confirmaient que vous étiez en prison. Vous avez été arrêté pour cause de la drogue. Oh, vous savez, les commérages, vous savez quand vous êtes un homme public, ou si vous savez ce qui se dit sur tous les hommes publics du Congo, ou de l'Afrique, ou du monde, c'est effrayant. Mais bon, moi je suis un homme public, donc il y a des choses qui se disent, qui ne sont jamais vraies, mais bon, moi je laisse passer, je laisse couler le fleuve, comme on dit. Mais bon, ça ne me concerne pas. Donc, ça n'a jamais été ça. Donc, je ne suis pas mort. Je n'ai jamais fait la prison. Je vis à l'étranger. Je n'ai jamais dormi dans un commissariat, ni même été convoqué. Je suis quelqu'un qui vit convenablement et assez droit dans ma vie. Donc, je n'ai rien à me reprocher. Mais ça, c'était des commérages. Vous savez, quand vous avez du succès, bon, il y a des choses qui vous tombent dessus ou des étiquettes qu'on vous colle comme ça. Mais bon, ça, tout le monde. Ceux qui connaissent les célébrités ou qui l'ont connu savent ce que c'est. Et puis, bon, voilà. Alors, Théo Blaise Nkunku, pour ceux qui vous suivent pour la première fois, on ne connaît pas Théo Blaise Nkunku peut-être, il y a des étrangers, on imagine qu'il y a des Gabonais, des Sénégalais, des Français, peut-être qu'ils vous connaissent, mais d'autres ne vous connaissent pas. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre parcours? Comment vous avez commencé la musique ou d'où vous est venue l'idée de faire de la musique? En fait, moi j'ai toujours dit que c'est la musique qui est venue vers moi plus que moi vers la musique. C'est-à-dire que quand moi je faisais beaucoup de sport, je faisais du football, je faisais du karaté, je faisais plein de choses. J'avais fait un peu de judo également. Mais bon, j'avais toujours cette volonté de chanter un tout petit peu. En fait, j'étais chantonné hein, avec des copains, mais à chaque fois qu'on le faisait, des amis ont trouvé peut-être que je faisais des belles choses. Alors, à chaque fois que c'est quelque chose te caillait quelque part, ils me cooptaient parmi eux. Donc, ce qui fait que petit à petit, j'ai été amené à chanter, à faire partie des petits groupes. Et jusqu'au jour où j'en ai fait une profession. Mais vraiment, c'est la profession qui est venue vers moi. En quelle année comme ça?
Moi, j'ai commencé en fait dans les années 60. J'étais très jeune déjà. Je chantais avec des petites chorales religieuses à Brazzaville. On grattait des petites guitares. Jusqu'à l'époque où on s'est croisé avec les Clotaires, qui eux étant du côté de... Clotaire Kimbolo. Ouais, le Clotaire Kimbolo, qui était du côté de la formation musicale carrément évangélique. Et nous qui, en marge, évoluait un tout petit peu de l'autre bord, comme on dit. Donc ça a été notre apprentissage, hein, c'était l'apprentissage de la rue. On a eu quelques rudiments à l'école, heureusement. À l'époque, on nous apprenait un tout petit peu le solfège. Et puis moi, je me suis intéressé à la flûte, hein, la flûte à bec. Donc c'est le premier instrument que j'ai joué. Et puis voilà, quoi. Et de là, c'est parti. J'ai fait partie de certains groupes vocaux, comme les Messagers avec le défunt Chakaka, et puis il y avait bien d'autres copains, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de faire partie de l'orchestre des étudiants, ça s'appelait les As qui est devenu après les Grands As. J'ai été coopté par les Bantous où je n'ai pas... Les As, c'est bon, vous passez un peu trop vite. Les As, quels sont les artistes, peut-être qu'ils existent jusqu'à présent, qui faisaient partie des As? Ah oui, il y avait Vincent Sita, il y avait De Fondux Claude, on avait des gens qui nous soutenaient. Non. Il y avait des gens qui nous soutenaient comme Pascal Mangoslim, qui était à la base de la création de cet orchestre. Et puis on a eu beaucoup de comités, beaucoup de soutien, donc on avait des copains. C'était en quelle année comme ça? Là c'était en 68 déjà. 68 et on a évolué. En 70, on a créé parce que les étudiants étant dispersés, chacun avait une bourse, devait aller un peu à l'étranger. Donc les As, ce groupe est mort de sa belle mort. Et nous, on a dû reformer cet orchestre pour en faire les Grands As, parce qu'on avait considéré Vincent Sita, mon frère et moi, qu'on avait un peu grandi, donc on a créé les Grands As. Et avec les Grands As, on a eu l'opportunité d'enregistrer mon premier 33 tours, qui était le nôtre. Donc, Amen Lady, Lady Amen, Betty Amekalembae, Yote moto liboso kosukisa mokili, Vibalanda kabo ete Lady. Donc, c'était mon premier tube. On remarque que vous avez toujours une belle voix. Quel est votre secret? Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est que on est avec des dents, et puis le talent, c'est ce qu'on travaille. Donc, c'est ce que j'essaie de travailler. Et puis bon, j'essaie de le maintenir au mieux possible, jusqu'au jour où je pourrai toujours chanter. Voilà, on va continuer après les As. Pourquoi avoir quitté les As? Et après les As? Après les As, c'est même pas après les As. Pendant que on avait formé les As, j'ai été coopté par les Bantous de la capitale, parce que ces grands frères-là ont apprécié ma manière de chanter certainement. Mais malheureusement, je ne suis pas resté longtemps avec eux pour des raisons qui me sont... Oh, les années 73, je crois, 72, 73. Je ne suis pas resté, 73 plutôt. Je ne suis pas resté longtemps avec eux parce que, bon, pour des raisons personnelles. Qui vous avez trouvé, peut-être vous avez trouvé de la concurrence, peut-être qu'il y avait les Sepakos, ou les Sepakos n'existaient plus? Ah non, les Sepakos, c'était déjà formé. Les Sepakos étaient déjà formés, les Pamolu étaient partis. Il y avait les Kabako Lambert, les Chico, il y avait plein de ces jeunes-là qui chantaient. Donc j'ai fait partie, enfin, j'ai été pris pour essayer de renforcer un peu le frontline. Mais bon, pour des raisons... Parce que moi, j'avais d'autres ambitions, en fait. Mon problème, c'était pas rester dans les Bantous. Le problème, c'était réussir ce que je voulais avec mon petit groupe. Et comme le fonctionnement là-bas m'avait tiqué un tout petit peu, j'ai pensé plutôt que j'allais prendre un peu de retard par rapport à ma vision personnelle. Donc, je suis parti très vite. Et puis, je m'en suis toujours excusé auprès du grand frère Nino, qui à l'époque, Nino Malapé, qui était très mécontent de moi. Parce que je suis parti comme ça, sans rien dire. Et heureusement, quelques temps après, nous avons réussi à sortir notre 45 tours. Et à l'époque, donc Samba Mascotte est venu me voir pour me dire, bon voilà, j'ai compris pourquoi tu es parti, parce que tu avais des ambitions. Enfin, lui, il avait compris et moi, ça m'avait reconforté. En fait, quelle était la vision question? La vision question, c'était laquelle? Moi, j'avais une expression que je voulais exprimer
m'exprimer. Je ne voulais pas être étouffé, je ne voulais pas entrer dans un cadre qui ne m'aurait pas permis d'évoluer comme je l'aurais fait. Et c'est la même chose que j'ai fait quand j'ai choisi ce métier. J'ai toujours fait les choses comme j'ai voulu le faire, avec les petits moyens que j'avais. Sinon, peut-être que je n'aurais pas pu. Et tout de suite, quand j'ai quitté les Bantous, qui vient me chercher les Sepakos. Alors, les Sepakos, on envoie M. Ndiaye. On va rappeler à ceux qui nous suivent, Sepakos, c'était Célio, c'est ça? Oui. Et qui encore? Pamelo Munka et Cosmos Mutuari. Et ils sont venus me chercher par le biais de M. Ndiaye, qui était à la BCC à l'époque. Et quand je suis allé, bon, je les ai trouvés, mais bon, c'est le climat non plus. Moi, j'étais un peu difficile à l'époque. Le climat qui régnait là-bas ne m'avait pas trop intéressé, donc j'étais pas très chaud. Et puis je suis parti sans même faire partie du groupe. J'ai trouvé les Manana Antoine, j'ai trouvé donc ses grands frères qui étaient là. Et Pamelo à l'époque me disait non, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais bon, moi je ne sentais pas trop la chose, donc je suis parti également sans dire au revoir. Et puis j'ai continué jusqu'au jour où nous avons réalisé notre premier 33 tours. Nous avec mon frère Vincent Sita. On était que deux compagnons de lutte et de longue date. Et de là, pendant que Amen Lady battait son plein succès, je suis parti du Congo pour des raisons d'études. Mon frère est venu me chercher et je me suis retrouvé au Bénin où je devais m'inscrire à l'université, malheureusement, en 74. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que bon, la branche n'existait pas, l'université étant trop jeune, donc j'ai pas pu. Bon, voilà quoi. C'était quelle branche comme ça? Ah non, je voulais faire architecture. Moi, du droit, lui, il a voulu que je fasse. Bon, c'était. Vous savez, quand vous êtes jeune, la famille voit toujours, pense toujours pouvoir bien vous guider. Donc. Voilà, on a remarqué que vous n'avez pas l'esprit des orchestres. Puisque vous quittez à chaque fois l'orchestre, vous revendiquez chaque fois votre vision. Vous n'aimez pas apparemment les orchestres. Non, j'aime bien, la preuve. Quand je suis arrivé à Cotonou, j'ai fait partie d'un groupe qu'on appelait le Polyrythmo. J'ai joué dans le Polyrythmo pendant quelques années. J'ai fait partie de l'Orchestre national du Bénin. J'ai fait partie de ceux qui sont allés défendre les couleurs du Bénin au Festac 77 au Nigeria. Donc j'étais là-bas comme béninois, quoi, congolais, mais béninois. Voilà, c'est vrai que vous aviez commencé avec les chorales, les groupes vocaux, ceci, cela. Alors, qui était votre modèle en ce temps-là? Moi, je suis... vous savez, il y a trois grandes écoles. Il y a l'école African Jazz, qui est le dérivé de Fiesta, parce que c'est la continuité. Il y a l'école Franco, hein, qui sont avec les... Voilà. Et puis, nous avons l'école de Bantou de la capitale. Donc, moi, je fais partie de l'école African Jazz Bantou de la capitale. Donc, voilà mon école. J'ai appris par eux. Moi, j'ai appris à distance. J'ai eu peut-être cette intelligence-là de me faire moi-même. C'est pas sans nulle prétention. Je me suis fait un tout petit peu moi-même, mais en suivant l'exemple de ces grands-là. Parce que pour moi, Kale a été un maître. Ça a été Kale Jeff a été un maître. Et de lui est sorti Rochereau. Rochereau, lui, qui avait porté, disons, le côté mélodie dans ce style qu'il avait hérité de l'African Jazz. Et nous sommes de cette mouvance-là. Et nos grands Essou et Nino, quand ils sont partis du Rocamambo et tout ce qu'ils ont vécu, ils sont venus faire le Bantou de la capitale. Donc ils avaient gardé au début ce côté Rocamambo, ce côté franco un tout petit peu, parce qu'ils voilà, ils ont fait partie de la création de cet orchestre. Donc quand ça c'était vraiment, on sentait l'influence de Loke Jazz dedans, hein. Et autant le grand Nino, moi c'est ma vision personnelle, hein, ça n'engage que moi, autant le grand Nino savait donner des choses, et de l'autre côté le grand Issou qui avait gardé tout ce côté Rocamambo qu'il a expliqué lui-même, d'abord le Rocamambo. Donc c'était ce mélange-là. Et je fais partie de cette école, et ma grande école ça a été l'orchestre Aragon, parce que bon... De Cuba.
de Cuba, parce que quand je les écoutais avec c'était beaucoup plus la sensibilité, l'expression, la mélodie. Quand j'écoutais tous ces violons qui accompagnaient le chant et tout, moi, c'est des choses qui m'ont formé. Et peut-être que pour me faire plaisir, et peut-être faire plaisir à certains mélomanes, certainement que je me prépare à faire un album qui aura un tout petit peu cette connotation-là, cette colorie un peu latine. Voilà, on remarque que vous êtes le fruit de plusieurs écoles. C'est vrai que vous avez ici pour vous le Grand Calais, comme l'indique le nom. C'est un maître pour vous. Alors, en ce moment-là, vous aviez une chanson peut-être que vous préférez du Grand Calais que vous chantez souvent. Ah, tamaloya pamba, onia ça c'était le Grand Calais. Voilà, Théo Blaise Nkunku, Eden, chanson culte, l'un de vos grands succès. On va l'écouter. La femme, c'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Il faut être sage, puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage, puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Okama kembe mama. Tu es ma moitié.
motema et tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Oh mamichou, je serai toujours près de toi, mon amour de toujours. Tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et nous nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Tu seras toujours à mes côtés, ma compagne de toujours. Tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et hier c'était l'Éden, l'Éden d'aujourd'hui c'est cette terre. Simplifions-nous la vie chérie, pour le bonheur et l'amour. Tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema et Wana Siram Benta. Yeah. Voilà Théo Blaise Nkunku, merveilleux, Eden, un grand succès Eden. Alors d'où vous est venue une fois de plus l'inspiration? Vous savez, quand vous posez, si jamais vous posiez la même question à mes aînés qui ont chanté avant moi, parce que moi je suis un maillon de la chaîne, aux gens comme Pamelo qui ont beaucoup apporté à notre musique, Cosmos qui a fait des chansons, j'avais un grand respect également pour le bassiste Alfonso. Alors ça c'était formidable à l'époque. Il y a aussi le grand Coca Célestin. Moi j'ai toujours gardé la vieille mélodie, ça me vient toujours en idée des chansons. Simbila mwana e lutaya. Bongela mwana et lutaya. Ça c'était des tubes à l'époque. Peut-être que les gens ne. Mama mwana ni wa udile mama pimpana mwinini kwe watombe amantangaza munchonzo meke mama abuwai mama njeka yebo. Ça, je ne sais pas, je fais un clin d'œil à mon grand frère Célestin. Ça, c'était des chansons qui m'ont bercé. Et je fais également un petit coucou à notre grand frère Rochereau, Taboulé, qui nous a beaucoup apporté dans la mélodie, dans la chanson, parce que héritant de ce qu'il avait pris du côté du Grand Calais, il a porté la chanson, il a porté quelque chose de très important pour nous qui sommes de cette école-là. Et nous, on a suivi la même chose. Donc, avant Eden, pour répondre à votre question, il y a eu Moana Djambala, il y a eu Bella Misha, j'ai fait bien de tubes, donc comme Amen Lady également, qui était mon premier titre. Mais vous savez, l'inspiration, c'est, comment on dirait, c'est un souffle divin. C'est un souffle divin. Quand quelqu'un travaille, et au vu de son travail, moi je pense qu'à un certain moment, il est inspiré, il y a une ouverture qui se fait quelque part, où il capte un message, ou alors il le crée, pour pouvoir écrire quelque chose. Et tout le bonheur ou le plaisir que quelqu'un peut ressentir, c'est quand il a conçu cela et qu'il soit aimé, accepté et apprécié du public. Et moi j'ai été comblé, hein, je n'ai fait que des tubes. À chaque fois que je sortais quelque chose, c'était des tubes. Et moi je pense que c'est le travail que j'essaie de bien rendre, ou alors bon, c'est peut-être le mérite des choses que j'essaie de créer. Théo Blaise Nkunku, dans la chanson Eden, on remarque Siram Benta qui exécute avec maestria de guitare une belle mélodie qui pouvait même danser les squelettes. Aujourd'hui, on constate que les guitaristes ne créent plus et ils sont plus spécialisés dans les sébènes. Vous, en tant que vétéran de cette musique, vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Ben, nous, quand on crée des mélodies, on fait travailler les guitaristes. Donc on leur demande un rendu qui soit aussi fort que la chanson qu'on apporte. Donc voilà ce qui fait que les guitaristes à l'époque travaillaient beaucoup parce qu'on les faisait travailler. Siram Benza a été un brillant collaborateur. Dans Eden, je les ai utilisés, Master Mwana Congo et Siram Benza. Les deux font ce qu'on dit la guitare solo, mais il a fallu les utiliser judicieusement pour que l'un ne choque pas l'autre. Et Siram Benza est là, il fait partie du groupe Kekele, que je salue. Et puis bon, j'ai failli faire partie de ce groupe Kekele. Bon, c'est les conditions de travail qui ne m'ont pas plu. Donc... Non, vous n'aimez pas les groupes? Non, j'aime toujours les groupes, mais c'est les conditions de travail qui ont primé et qui ont fait que je ne fasse pas partie de ce groupe. Mais bon, ils fonctionnent, ils ont sorti leur 3e album, et puis bon vent. Voilà, Eden, une belle chanson. Est-ce une histoire vraie? Mais vous savez, une chanson comme Eden, bon, elle s'adresse déjà à tout le monde. C'est un sujet qui... Vous verrez qu'à tous les mariages, les gens se marient à Eden, ça n'indexe personne, sauf les gens qui veulent être heureux. Et tous ceux qui écoutent cette chanson sont heureux, et tout le bonheur est pour moi. Et voilà, même si là-dedans, vous savez, quand on écrit des chansons, il y a peut-être une certaine réalité quelque part, mais on l'adapte par rapport à une situation qu'on ressent à ce moment-là au niveau de l'écriture, parce que moi j'écris. Voilà, un encore de vos grands succès, c'est Mwana Djambala. D'ailleurs, on va en parler après, on va d'abord l'écouter.
Voilà, merveilleux, toujours merveilleux, Théo Blaise Nkunku. Et oui, c'était la Moana Djambala. Tous les Tékés se sont retrouvés. Alors, en ce moment-là, tous les Tékés ne juraient qu'à Moana Djambala. Moana Djambala, une fois de plus. Une histoire vraie. Quelle est cette jolie mignonne qui vous a inspiré? Pour ne pas dire une belle dame, peut-être. La jolie mignonne de Djambala s'appelait Ngantui. Et c'est une belle histoire d'amour. La chose qui m'a permis d'écrire cette chanson, c'était la nostalgie du Congo. Vous savez, moi né à Potopoto, à Brazzaville, congolais par surcroît, je quitte mon Congo natal pour aller à l'étranger, je mets quelques années là-bas et vous savez, quand vous êtes à l'étranger, il y a des moments où vous avez cette nostalgie, où vous voulez revenir au pays parce qu'il y a des choses qui vous manquent, vous avez des souvenirs, vous avez un tracé de votre vie que vous n'avez pas au quotidien. Ceux qui vivent à l'étranger comme moi, je pense, pourraient le comprendre. Donc c'est cela qui m'a poussé à écrire Moana Djambala. Je voulais apporter ce que je voulais apporter, c'était un côté historique, un côté géographique, sans oublier le rythme. Parce que moi, j'ai commencé par penser au patengue. Donc, le patengue, c'est ce genre de tam-tam qui est tout plat, dans un cadre. Pardon. Dans un cadre et qu'on joue avec les mains et le talon. Donc, on fait beaucoup de notes. Et quand je voyais à l'époque, quand j'étais jeune, je voyais des gens qui jouaient ça, c'était formidable, c'était des belles mélodies. Et ça m'est resté, c'est certainement ça qui m'a permis de me ressourcer et de retrouver un tout petit peu ce cheminement rythmique pour écrire cette chanson. Mais mon problème, c'était remplacer ce rythme que j'entendais au patengue par la guitare, c'est-à-dire, pour ce qui concerne le côté rythmique. Ça n'a pas été facile parce que déjà, je me trouvais à Abidjan. C'est une chanson que j'ai écrite à Abidjan. Ah bon? Oui. Je l'ai écrite à Abidjan, je l'ai répétée à Lomé, parce que j'étais parti faire un concert. J'ai répété à Lomé avec Lokassa. Et voilà, et je l'ai enregistrée à Paris. Donc c'est une chanson qui s'est bien baladée. Tout au moins au niveau de sa conception. Voilà, après. Voilà. Donc c'est ça. Les gens pensent que j'ai chanté Kati Moana Djambala no Ngantui. Donc une fille voilà, qui existait ou qui n'existait pas, peu importe. Mais j'ai voulu écrire par là une belle histoire d'amour pour retrouver dans mon cœur mon cher Congo. Voilà, après, Abel, Amisha, beaucoup de succès. On remarque que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vos chansons n'ont été que des tubes. Quel était votre fétiche? Est-ce qu'il faut avoir un fétiche? Le fétiche, c'est le travail, l'inspiration. Chercher à écrire des choses sérieuses. Parce que moi, je ne sors pas un disque pour le sortir. Je peux mettre 10 ans sans sortir un disque. Hein. Bon. C'est vrai que peut-être financièrement, ça va me pénaliser, mais je ne sors pas des disques pour sortir ou pour combler un vide ou pour... Non. Vous n'avez pas de gris-gris? Oh, est-ce qu'il faut, pour faire de la musique, on n'a pas besoin de gris-gris, on a juste besoin d'apprendre ce métier déjà, comme moi je l'ai appris aux côtés de mes aînés, et puis se mettre au travail tout simplement. On n'a pas besoin de... En fait, pour ma part, hein, je ne pense pas qu'il faille avoir des choses pour faire ce métier. C'est le travail qui prime d'abord, et c'est le fruit du travail qu'on fait qui est la résultante de ce que les gens vont apprécier. Est-ce que réellement les gris-gris existent dans la musique? Moi, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été confronté à ça. Moi, vous savez, je suis d'une famille très religieuse. Hein. Mon père priait beaucoup. Donc, ceux qui ont grandi avec moi à Potopoto savaient que bon, j'ai grandi vraiment dans un milieu qui était très carré. Mon père était douanier. Fonctionnaire, donc on roulait au pas, hein. Il fallait me voir quand on était enfant, il fallait cravate, costume et tout ça, donc on était un peu élevé un tout petit peu à la rigueur. Donc voilà quoi, comment j'ai grandi, et puis bon, je suis resté comme ça, j'ai pas d'autres considérations, sauf la prière, sauf Dieu, la Bible, et voilà quoi. Voilà, que Dieu vous écoute, que Dieu vous entende, puisqu'il voit tout, il sait tout. Alors, Théo Blaise Nkunku, Edison, c'est lui qui a distribué, c'est cette édition qui a distribué la majorité de vos albums, peut-être produits?
L'histoire d'Edison, on s'est croisé avec Edison en Côte d'Ivoire. Il est venu, on s'est retrouvé sur un plateau de télé. Et à l'époque, j'avais fait Zénaba, n'oublie pas, oh mamie, pourquoi Zénaba, tu veux compliquer la vie, oh. Et on était dans l'orchestre à All Star. Vous qui pensiez que je n'aime pas les orchestres, non, j'ai aussi eu des orchestres comme l'Africa All Star qu'on avait créé communément avec Sam Mangwana, qui était mon collègue à l'époque. On avait Georgette, Amana, Mama et Kings, tu m'as rendu très malade. Ce soir, sans doute, quand tu peux seras, je serai encore très malade. Georgette, Amana, Mama. Ça, c'est des choses que nous avons créées dans l'African All Star. On s'est retrouvés sur un plateau de télévision et j'ai discuté, je lui ai parlé de moi parce qu'il m'avait posé des questions, il voulait savoir ce que je faisais en dehors des productions qu'il avait suivies. Je lui ai parlé de mon Congo, je lui ai parlé des gens qui étaient également au Congo, comme Pamelo, parce que j'ai parlé de Pamelo, j'ai parlé de pas mal d'artistes. Et quand il est rentré à Paris, il m'a envoyé un fax, il m'a appelé pour me faire savoir qu'il souhaiterait qu'on collabore. Je suis donc d'Abidjan, je suis monté à Paris, où j'ai coproduit, parce que c'était la coproduction. Donc quand vous regardez ceux qui ont encore des vinyles, ils verront les éditions TBK à côté de Edition Consortium. Donc on a fait la coproduction. Lui, il avait pris la distribution en Europe et moi, j'avais récupéré la distribution en Afrique à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà comment j'ai collaboré avec Edison. Et moi, ça m'a permis de drainer Pamelo. Parce que je pense... Ah bon, c'est vous qui avez emmené Pamela à Edison? C'est moi, en fait, je l'ai placé avant qu'il n'arrive. J'ai dit non, il y a Pamelo qui est là. Moi, je pense que ce que je suis en train de faire, parce que j'avais créé un noyau là-bas avec Master, avec tous ceux qui jouaient avec moi, que j'ai mis à la disposition d'Edison. Je lui ai dit, bon, voilà, parce qu'à l'époque, pour trouver les musiciens à Paris, c'était très, très, très compliqué. Donc, avec mon arrivée, j'ai pu récupérer les Masters qui ne jouaient plus, Georges qui jouait à la batterie, Bopol que j'avais ramené de la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait un noyau qui était fonctionnel. Et de par ce noyau, j'ai dit, écoute, moi je pense que si tu prends Pamelo, et une chose importante que j'avais demandé à Pamelo, je lui ai dit, écoute, moi j'ai calé un plan pour toi sur Paris, il serait bien que tu ailles le faire. Parce qu'en ce moment, notre musique est un peu en baisse, ce serait bien que les uns et les autres, qu'on crée des choses qui pourraient nous permettre de remonter notre musique. Et je te demande surtout pas de quitter les Bantous. À l'époque, je ne te demande pas de quitter les Bantous, mais je te demande tout simplement je te demanderai tout simplement d'aller faire des choses à titre privé, quitte à ce que l'orchestre Bantou les interprète tout à leur honneur, parce que bon, si tu crées des choses qui marchent, qui passent bien sur le marché, vous allez récolter du monde, parce que les gens voudront venir écouter ces choses-là. Donc c'est ce que j'ai fait, et quand Pamelo est venu, dès qu'il a essayé, ça a marché, et ça a drainé également Pierre Montoiri, qui lui s'est dit, ah, ces deux-là sont là-bas, moi aussi il faudrait que j'y aille, et lui aussi il est arrivé, donc à l'époque c'était ça, hein, et une très bonne chose. Et aujourd'hui, on sent que bon, notre musique est un tout petit peu en baisse, mais bon, il faudrait que les uns les autres, on crée des choses pour essayer de la remettre un peu à sa juste valeur. Voilà, cette musique est en baisse, vous l'avez bien dit. Alors, quel regard portez-vous sur la musique congolaise actuelle? La musique congolaise est malade de sa belle maladie. Excusez-moi. Mais le problème, c'est que nous avons des jeunes qui jouent bien, nous avons des jeunes qui ont du talent, nous avons nous autres qui sommes encore là, qui avons la possibilité de continuer à faire ce métier, et surtout cette capacité de pouvoir encadrer les autres. Mais j'ai l'impression que le Congolais s'en fout de sa culture, il s'en fout de ses artistes, ils n'en ont rien à cirer, c'est ce que je pense. Et on ne donne pas assez de moyens pour ces jeunes-là. Vous voyez le type... Il y a quelque chose qui me choque. Moi, le nationalisme, c'est pas ça mon truc. Le problème, c'est que nous avons une culture à défendre et nous avons une culture à promouvoir, la culture congolaise. Quand on vient prendre un tel X, Y... pour des grandes manifestations, surtout officielles, je n'en disconviens pas, tous ces gens qui viennent ont du talent.
mais prenez le vôtre que vous mettez à côté. Quand on appelle X ou Y, mais prenez, si vous ne voulez pas prendre Extra Musica ou G7 ou je n'en sais rien, mais prenez le groupe Kingoli oui, vous prenez Zao. Vous pensez que ces gens-là ne peuvent pas... ils ne sont pas capables de faire de la musique à la hauteur de ce que vous attendez. Mais pourquoi le Congolais méprise sa propre culture? Ça, je n'ai jamais compris. Nous, on a été grandis parce qu'on a travaillé à l'étranger, on a cartonné là-bas, on a fait des choses, mais c'est le drapeau congolais, on a travaillé pour le pays. Et quand je vois au niveau local tout ce travail qu'on fait à l'extérieur et on arrive au niveau local, nous autres déjà nous-mêmes on ne nous aide pas du tout, on ne nous a jamais rien donné. Alors les jeunes qui sont là, ils triment, ils n'ont rien, ils dorment dans les caniveaux et voilà quoi. Et moi je trouve que c'est déplorable. Moi je pense que c'est un appel que je lance. Monsieur le Président de la République, vous êtes le père de la nation de tout le monde, s'il vous plaît, essayez de regarder le problème des artistes, hein, s'il vous plaît. Regardez un tout petit peu vos artistes. Vous-même, vous êtes un grand artiste. Et pourquoi vous ne voulez pas vous occuper des artistes? Je serais très enchanté de jeter un coup d'œil sur l'art en général et sur les artistes, les musiciens en particulier. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Vous, en tant que pionnier de cette musique congolaise, quel était votre apport dans cette musique? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour cette musique congolaise? Mais moi, vous savez, tout ce que j'ai fait, comme on dit, j'ai creusé la terre pour y arriver. Parce que je suis parti du Congo, je me suis frayé un chemin de moi-même. Tout ce que j'ai essayé de produire, c'était avec les petits moyens que je récoltais de gauche à droite. C'était pour l'honneur de mon pays, vous savez, tous ceux qui voyagent, ils nous voient partout. Moi, je rencontrais le chef d'État partout, en Éthiopie, partout où il y avait des manifestations, parce que moi, j'étais invité. Mais bon, il faut se poser la question, mais ces gens-là, on ne les croise plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, mon apport a été ce que j'ai fait culturellement, ce que j'ai apporté, l'innovation que j'ai essayé d'apporter dans la musique congolaise. Et par la suite, la continuité que je fais dans l'encadrement, dans la direction artistique et la réalisation. Vous voyez un Théo Blaise Kunku, dès qu'il est arrivé à Brazzaville, ça fait que quelques jours que je suis là. Je dors presque au studio puisque je suis en train de manager et de réaliser 2 albums en même temps. Donc le jour, je suis là et une partie de la nuit. Je suis sur un projet des As du Manialé qui sont en train de préparer un album avec l'apport de M. Sabaye, l'honorable Sabaye. Et je suis également sur un projet de Soleil d'Afrique qui est, oui, pour ne pas le nommer, parce que vous avez le micro. Ah oui, c'est à la tête, c'est un projet qui est mené de main ferme par Ferréol Ngasakis, qui a bien voulu me demander de l'assister et apporter ma contribution à ce projet. Donc j'ai déjà réalisé un album de Doudou, enfin un titre de Doudou, j'ai réalisé un titre de Zao. Là je suis en train de réaliser 2 titres de Roga Roga. Et la suite se fera peut-être ailleurs, ou je ne sais pas, où je verrai moi-même, peut-être que je mettrai également un titre. Je suis en train de voir si cette possibilité, si j'ai le temps de le faire. Donc ma participation est celle-là. Et demain, j'encadrerai peut-être d'autres groupes ou d'autres jeunes, comme je le fais à Paris, comme je le fais à Libreville ou à Yaoundé, à Douala, ou je n'en sais rien, partout on m'appelle. Donc voilà ma contribution, ma modeste contribution par rapport à la culture congolaise. Bon, le jour où j'aurai des moyens, peut-être que j'en ferai plus, Dieu seul le sait. Alors, Théo Blaise Kunku, on va écouter une chanson que j'ai tirée comme ça au sort, Nsomo, et on va en parler après. Banyango iyo lelie, Molimo Nsomo, Botala
mama bomba banikai ye aka monza mombe yoko nyangole kamba ngala yoko mona mpashawa yenga mwashina kai yoke omemi bolingo na ngai omemi lisusu na mwana na ngai okondangimine ngambala bo mebale soki kopete mai ezala lokola montele na masuwa me na peti mai na maboko na ngai nalanda yo kuna na mboka bokanga moye bolingo na ngai yo wana ozali kokende bolingo nsuka mokolokani natuna ya losia na ngeleo yalo Colonel Jagger yo mwana kini tala ndenge basali ngai Alors, parle-nous de Nsomo, ça veut dire quoi? C'est un de vos derniers travaux, peut-être? Oui, c'est un disque, en fait, il est sorti pendant l'événement que nous avons connu dans notre cher pays. Et c'est ce qui a fait qu'il n'est pas arrivé ici, mais il a été vendu partout au Cameroun, un peu au Gabon et puis un peu partout. Donc c'est un disque, vous savez, au sortir des événements, la priorité n'était pas à faire venir des disques pour les distribuer. Donc voilà, Nsomo, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur d'un monsieur qui laisse sa femme, qui va au champ, à la pêche, et qui revient, et sa femme est partie. Donc il plaint son sort et il pleure le départ de sa femme, qu'il aurait bien voulu rattraper si le fleuve était en aval, parce qu'en amont, c'est dur de rattraper le bateau qui part du côté de Bétou là-bas. Voilà, vous êtes toujours pugnace, propre, alors qui vous habille comme ça? Ah, nous avons des garçons qui sont très gentils, comme Jocelyn Armel Connivence, la maison Connivence à Paris, qui fait beaucoup. Déjà, c'est un artiste, ce garçon, parce qu'il combine un peu des choses comme un artiste dans son fonctionnement, et il apporte beaucoup aux artistes. Et je lui fais un petit coucou de Paris. C'est très gentil pour ce qu'il fait pour l'art, parce qu'il apporte sa contribution, sa modeste contribution pour les artistes et pour l'art, surtout l'art congolais. Et merci beaucoup. Moi, je salue Gianni Umberto. Voilà, faute de temps, peut-être on va faire une émission remix célébrité concernant bien sûr Théo Blaise Nkunku, parce que c'est un monument. Il y a beaucoup à dire avec Théo Blaise Nkunku. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que cette émission vous a plu et on se retrouve à la prochaine occasion, Inch'Allah. Alors si Théo Blaise peut-être a un dernier mot, sinon quelque chose à dire. Pas un dernier mot pour mourir, bien sûr. Non, certainement pas. Mais, je salue tous les mélomanes congolais et les mélomanes d'Afrique. Nous avons oui, que je suis toujours là, que je continue toujours. Vous n'êtes pas mort? Non, je suis toujours là. Et puis, bon, je fais un petit coucou. Je leur demande de soutenir notre musique, notre culture. C'est très important parce que c'est notre patrimoine et c'est notre richesse. Donc, soutenez la musique congolaise, soutenez les artistes et les musiciens. Et je vous fais un grand coucou et je vous aime bien.